mémoire de maîtrise, en principe sous ma direction, en juillet 2010, j'ai vérifié. Et moi, je suis parti à la retraite quelques semaines plus tard. Donc, je m'en souviens, et je m'en souviendrai toujours, parce que quand je dis que je l'ai dirigé, en principe, c'est comme ça qu'on appelle un directeur de mémoire. Mais en réalité, il s'est dirigé tout seul. Et il m'a appris plus de choses que je lui ai appris. Vous pensez que je dis ça comme ça? C'est faux. Donc il m'a tout de suite frappé par son intelligence, sa simplicité aussi. Il a été un étudiant assez extraordinaire. Et après voilà, c'est un garçon brillant. Et donc il s'intéresse toujours aux Pyrénées. Je crois qu'il a habité, il est né à Lannemezan, je suppose. Toute sa famille est de Lannemezan, son papa était médecin dans cette ville. Et donc, les Pyrénées, il a toujours fait des randonnées. Et là, il a bien voulu, dans une petite collection dont je m'occupais, Petite histoire d'eux, écrire ce livre sur les premiers pyrénéistes. Et c'est important parce que depuis Henri Beraldi, qui est un érudit il y a déjà presque un siècle, personne n'avait essayé de faire une synthèse sur le sujet. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est très difficile de passer après Jean-François Soulet, après un accueil aussi chaleureux. Et puis, je suis très heureux aussi de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce soir pour eh bien parler de ces pyrénéistes du 19e. Donc, j'aimerais remercier encore une fois qui, contrairement à ce qu'il dit, m'a appris beaucoup de choses, y compris et surtout à faire des PowerPoint. C'est pour ça que je peux pouvoir vous présenter des documents. C'est grâce à sa formation. Et l'objectif en fait qui est le mien devant vous ce soir, c'est évidemment de vous présenter un livre. Je ne vais pas pouvoir vous donner tous les éléments que j'ai pu y décrire. Je vais essayer de vous présenter sa démarche. Qu'est-ce qui a fondé justement, et l'intuition de Jean-François, on en reparlera, l'idée de refaire une synthèse un petit au sujet en fait de ces pyrénéistes, et évidemment la méthode que j'ai employée pour les traiter, parce que vous le voyez tout de suite par rapport aux écrits d'Henri Beraldi qui sont en fait qui se présentent en 2 tomes qui font peut-être 1000 pages, etc. J'ai suivi en tout cas la direction qui avait été celle de cette collection, de faire une petite histoire, et donc j'ai suivi cette voie de la synthèse. Et donc je vais faire là une sorte de synthèse de synthèse. J'espère que vous apprendrez quand même quelque chose sur cette heure, en tout cas que je vais passer avec vous. Et en tout cas, gardez vos questions parce que c'est vrai que je serais ravi aussi de dialoguer avec vous pour ne serait-ce que d'abord pour répondre à vos questions et puis surtout pour enrichir éventuellement s'il y a des suites à ce projet et si peut-être il y a on ne sait jamais, de nouvelles éditions pour enrichir avec vos réflexions ce travail. Alors, premier temps qui va me guider, on va rentrer un petit peu dans quelque chose que j'ai pas dit dans le livre. Alors en tout cas que j'ai pas tout traité, c'est l'atelier de l'historien. C'est-à-dire comment j'ai travaillé, comment j'ai construit cet ouvrage et surtout comment j'ai de faire quelque chose qui n'avait pas été fait. Parce que la première chose un peu que je vais vous dire bien sûr, c'est qu'il faut être très modeste par rapport aux écrits sur les Pyrénées et sur les pyrénéistes. C'est-à-dire que en histoire, on aime bien les sources, on aime bien les documents, etc. Et lorsqu'on commence à s'intéresser à ce sujet-là, tout de suite on est écrasé par la masse des écrits d'abord des pyrénéistes et puis des écrits de ceux qui ont commenté, chroniqué, qui ont fait des biographies de ces pyrénéistes, etc. Donc l'idée de Jean-François Soulet, c'est quand même celle qui est au fondement de ce livre, c'est qu'il n'y avait pas, plus d'études en tout cas, d'ensemble. Alors on pourrait trouver quand même ça et là quelques, je pense notamment à des écrits de Joseph Riba qui avait repris cette idée de faire synthèse, mais en tout cas il n'y avait pas eu de grandes études d'ensemble des pyrénéistes. On les avait saucissonnés en petites tranches, mais on n'avait pas fait d'études de l'ensemble.
Donc, on a travaillé évidemment sur ce qu'on appelle des monographies, c'est-à-dire qu'on avait étudié tel pyrénéiste ou tel même sommet, on avait repris même tel épisode un peu célèbre. On a beaucoup travaillé en histoire, en tout cas, la contextualisation de ces pyrénéistes, hein, donc notamment la société pyrénéenne. Alors, je vais reciter Jean-François Soulet, mais bon, comme je l'ai sous la main, autant en profiter. Mais effectivement, on a plus récemment aussi beaucoup travaillé, et on verra que les pyrénéistes participent à cette aventure, c'est-à-dire la naissance du tourisme et la transformation de l'espace pyrénéen au XIXe siècle pour s'adapter à cette nouvelle activité. Et donc, par contre, il restait en fait un petit vide, c'est-à-dire que on n'avait pas repris l'aventure, en tout cas pyrénéiste, et on n'avait pas réétudié en histoire depuis Beraldi, en tout cas, même si Beraldi n'est pas vraiment un historien, et puis on pourrait critiquer aussi le côté historique de son ouvrage, mais on n'avait pas en tout cas repris ce dossier pyrénéiste. Alors, du coup, mon objectif, c'était, et Jean-François, on l'a défini ensemble, c'était de faire une introduction aux écrits des pyrénéistes, d'autant qu'en plus, dans cette collection chez Kern, il y a d'autres monographies, d'autres biographies de pyrénéistes, donc c'était l'idée de faire un peu comme pour les étudiants, souvent on leur fait lire des petits manuels, des que sais-je, hein, c'était des petits manuels qui permettaient de faire le point sur un sujet, mais pas d'épuiser ce sujet. C'était vraiment une porte d'entrée. Et donc l'idée qui était celle de ce livre, c'était de faire un que sais-je sur les pyrénéistes, c'est-à-dire de rentrer, hein, de commencer, je dirais, votre parcours dans ces écrits par un petit livre de synthèse. Et puis, ce qui était aussi au cœur, c'était l'idée de ne pas faire, en tout cas ce qui avait été fait, et ce qu'on peut voir aussi par Beraldi, c'est-à-dire une collection de portraits. De ne pas faire simplement une liste de pyrénéistes, une sorte d'annuaire. Beraldi en fait une sorte de travail, je vous en reparlerai un peu, il fait une synthèse, mais par l'intermédiaire d'une sorte d'annuaire, il fait une liste des pyrénéistes, en distribuant à chaque fois les bons et les mauvais points. Donc ça, le but ici, ce n'était pas de faire ça, c'était de faire vraiment une étude globale de ceux qui s'appellent les ascensionnistes. Ils préfèrent, jusqu'à Beraldi d'ailleurs, s'appeler ascensionnistes que pyrénéistes, des Pyrénées, en essayant toujours de contextualiser ce pyrénéisme et pour comprendre un peu pourquoi, à ce moment-là, on s'est mis à escalader les montagnes et surtout à le faire savoir. Donc, je reprends ici, dans le titre d'ailleurs de cette intervention, une des grandes questions qui a été celle de José Cubero, que vous connaissez sans doute bien ici, qui a été de comprendre comment ces individus, alors on va essayer ils sont pas très nombreux, peut-être une centaine, ont véritablement inventé les Pyrénées, inventé au sens qu'ils les ont fait connaître, qu'ils les ont décrits, qu'ils les ont, alors évidemment les Pyrénées en tant que montagne leur préexistaient, mais ils leur ont donné un retentissement à la fois en France, mais même à l'étranger, qu'ils n'avaient pas jusqu'au XIXe siècle. Mais, et c'est ça qui est toujours un peu paradoxal et qui a été un peu aussi la découverte de cette histoire, c'est que ces pyrénéistes, en fait, s'ils, entre guillemets, voulaient faire connaître leur montagne, c'était aussi pour briller eux-mêmes, pour vanter leurs exploits, pour se faire connaître également, et pas forcément pour... Alors, ils voulaient partager leur expérience, mais pas forcément faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui fréquentent ces montagnes. Or, en fait, en faisant connaître leur expérience, en faisant des cartes, des dessins, des ouvrages, ils vont contribuer à attirer en fait, au-delà des riverains immédiats de la chaîne, hein, des gens d'ailleurs en France, voire d'ailleurs dans le monde, qui vont aussi vouloir vivre cette expérience de la montagne qu'ils ont partagée dans leurs écrits. Et donc finalement, eux qui voulaient rester un petit groupe relativement fermé, un petit entre-soi, eh bien ils vont contribuer à élargir le cercle de la montagne. Donc c'est un peu les idées, hein, qui nous ont guidés et qui m'ont guidé en fait à travers cet ouvrage. C'est-à-dire vraiment comprendre comment ils ont été des acteurs, et donc c'est filer un peu cette intuition de José Cubero, comment ils ont été les inventeurs de cette chaîne.
Donc, bien voilà. Donc, un autre objectif aussi, c'est pour ça, je vous explique un peu l'illustration que j'ai choisie pour l'ouvrage, c'était vraiment d'insister sur cette dimension collective de l'aventure. C'est-à-dire de montrer que les pyrénéistes, et en tout cas on verra une génération en particulier, constituent un groupe, des gens qui ont échangé entre eux, qui ont fait en fait une expérience collective de la montagne et de sa connaissance. Alors ça ne signifie pas qu'ils avaient tous la même fonction et le même rôle, on verra qu'il y a une spécialisation un petit peu, mais ce qui est important, c'est qu'ils étaient, en fait, ils formaient un collectif, et donc c'est un peu l'esprit de l'ouvrage, c'est-à-dire de retranscrire cette idée de collectif. Alors, la première chose qui est un petit peu difficile, c'est définir le pyrénéisme, définir les pyrénéistes et surtout définir si du coup il y a une expérience ou une façon particulière de fréquenter la montagne qui serait typique et uniquement en fait le fait de ceux qui fréquentent les Pyrénées. Alors, la notion de pyrénéisme, alors évidemment, on peut la trouver, il y a quelques antériorités avant Béraldi, mais celui qui l'a fait connaître et qui l'a défini, c'est surtout Henri Béraldi, donc ce que vous voyez ici, dont on a déjà beaucoup parlé. Henri Béraldi, en 1908, publie, en fait, donc ça va s'étaler cette publication sur plusieurs années, mais publie une grande compilation de tous les écrits qu'il a trouvés depuis plus d'un siècle sur des personnes qui ont escaladé les montagnes dans les Pyrénées. Donc il réalise en fait une chronique, donc en reprenant l'aventure en fait de ces ascensionnistes, et à la fin, plutôt au début, il dit voilà, ce qui a fait en sorte que j'ai regroupé ces gens, c'est qu'ils partagent une expérience de la montagne autour d'un triptyque qu'il définit: ascensionner, c'est-à-dire monter dans la montagne, sentir, avoir une sensibilité sur ce que l'on voit, et écrire après, la partager, la publier, soit dans la presse, soit par intermédiaire d'ouvrages. Donc en gros, lui, ce que dit Béraldi, comme c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un bibliophile, c'est-à-dire c'est un collectionneur de livres, eh bien en fait, il a repris sa collection et il dit voilà, moi, ce que j'ai trouvé sur les individus, les hommes et les femmes qui ont grimpé sur les Pyrénées. Et ce que j'en déduis, c'est que par rapport, et c'est vrai qu'il y a toujours les Alpes à côté, ou par rapport à l'alpinisme, la sensibilité, l'idée de partager par presque quelque chose de quasi artistique, en tout cas aussi par l'écriture, ce que l'on a fait est fondateur de l'expérience dans les Pyrénées. Alors, bien sûr, cette définition de Béraldi a forgé ce terme de pyrénéiste. Mais bon, comme je vous l'ai dit, elle est issue de Béraldi, de ce qu'il pense. Sauf que lorsqu'on va regarder évidemment du côté d'autres massifs et du côté des Alpes, eh bien on va se rendre compte qu'on a aussi des individus qui ont une sensibilité, qui aiment partager la montagne. Par exemple, si vous voyez les peintres de montagne, on en a évidemment au 19e beaucoup dans les Pyrénées, mais par exemple, vous en avez énormément en Slovénie. L'art national slovène, c'est représenter les montagnes slovènes. Vous avez dans les Alpes aussi françaises vous savez, des concours même de poèmes qui ont lieu à Grenoble, à l'Académie delphinale. Enfin, donc on a tout un tas d'aussi, si on va chercher un petit peu du côté des Alpes, on peut trouver des gens qui partagent, en tout cas là, qui pourraient avoir leur place dans l'annuaire de Béraldi, sauf que ils n'ont pas été dans les Pyrénées. Donc moi j'ai repris un petit peu aussi dans mes lectures, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas, alors ça va être un peu direct, mais c'est difficile de parler de pyrénéisme au singulier. En tout cas, on verra qu'il y a différentes façons de l'appréhender, et puis cette définition de Béraldi, en fait, elle crée vite des problèmes. Par exemple, est-ce qu'on peut exclure les guides de ceux qui vont en fait faire souvent les vraies premières, ceux qui vont mener les touristes un peu fortunés donc au sommet des montagnes? Est-ce qu'on peut les exclure parce qu'ils n'ont pas forcément parlé? Alors Béraldi en réhabilite quelques-uns. Il dit voilà, eux il leur accorde un bon point en disant ils sont tellement forts qu'ils auraient pu être pyrénéistes, en tout cas au sens plein.
D'autant qu'en plus, par exemple, ces guides les reconnaître en leur donnant des noms. Ça va être toute une dimension qui va faire que comment j'ai identifié ces pyrénéistes. On va leur donner des noms de montagnes au même titre que leurs clients. Bon. Donc déjà, je trouve que voilà, cette définition et les critères de Beraldi étaient un petit peu à reprendre. Et puis voilà, cette idée qu'il y a, et on va le voir, des pratiques très diverses des Pyrénées, des façons d'appréhender la montagne extrêmement variées qui se développent au XIXe siècle et qui ne peuvent pas véritablement se réduire à une définition unique. C'est-à-dire que les premiers qui vont commencer à être des voies dites difficiles par rapport à ceux qui ont fait des voies normales, les premiers qui vont gravir des sommets en ski, ceux qui vont arpenter la montagne pour, comme on disait à l'époque, herboriser, relever les plantes. En fait, tout ça, évidemment, a du mal à rentrer dans un cadre de définition unique. D'où la solution, un petit peu, c'est que s'il n'existe pas de pyrénéisme au singulier, il existe pourtant des pyrénéistes. C'est-à-dire qu'il existe, évidemment, au-delà de cet annuaire, il existe ce qu'on pourrait qualifier d'une élite ascensionniste qui est reconnue, qui s'investit dans la durée, dans l'exploration des Pyrénées pour connaître la chaîne, pour en arpenter les principaux sommets et aussi pour l'aménager et dans un sens aussi, on verra, touristique. Donc ces pyrénéistes vont être ceux qui vont défricher, en tout cas faire connaître les sentiers, qui vont lancer les constructions des premiers refuges et qui vont, par leur guide, contribuer à faire connaître cette montagne. Donc, c'est un petit peu en fait le pari de ce livre, c'est-à-dire ne pas chercher une définition d'un concept qui serait le pyrénéisme, mais plutôt d'aller voir concrètement. On ne va pas essayer de résumer ce qu'ils font, on va juste voir qui sont ces gens qui sont investis dans les Pyrénées, avec chacun sa casquette et chacun sa manière de faire. Donc voilà, on va essayer d'en faire ce qu'on appelle en histoire une forme d'histoire sociale. Donc comment j'ai procédé un petit peu, donc partant de cette interrogation, sur quoi je me suis appuyé pour rédiger ce petit livre et en fait même faire une enquête, on va dire, historique un peu plus large sur ces premiers pyrénéistes. Alors, tout d'abord, il a fallu faire une liste, il a fallu identifier ces pyrénéistes. Alors évidemment, si je commence à dire qu'il n'y a pas de pyrénéisme, mais j'ai quand même trouvé des pyrénéistes, c'est-à-dire des gens qui s'investissent dans la durée, et en tout cas ou plusieurs fois dans la chaîne et dans sa découverte. Alors, pour identifier les pyrénéistes, j'ai retenu 2 critères. Tout d'abord, leur investissement dans l'ascension, et voire presque une professionnalisation au XIXe siècle, des gens qui deviennent presque des grimpeurs professionnels et dont l'activité en fait première est de monter sur les montagnes et de publier après l'hiver souvent le récit de ceux qu'ils ont grimpé pendant l'été. Donc je suis allé voir les publications, je suis allé voir les associations de pyrénéistes. On parlera de la société Ramon tout à l'heure, qui a été vraiment le cœur du noyau des pyrénéistes. Je suis allé voir également du côté de la bibliographie, donc vraiment la bibliothèque de qu'est-ce qui a pu être écrit au sujet des premières et des ascensions anciennes des Pyrénées. Et puis je suis allé voir aussi une forme de reconnaissance collective, c'est-à-dire que des pyrénéistes très vite vont être identifiés comme étant importants et dignes de voir leur nom être accolé à ce qu'on appelle l'oronymie, c'est-à-dire au nom que l'on donne aux montagnes. C'est vrai que ça semble aujourd'hui un peu banal de voir, qu'il y a un pic Russell, qu'il y a une Vire Beraldi, qu'il y a l'arête Pétier-Ossard si vous êtes, je reste sur le Balaïtous, qu'il y a comment s'appelle, la pointe Oliveras aux côtés de l'Aneto, etc. En fait, les montagnes pyrénéennes sont remplies de noms propres qui ont été donnés à des montagnes. Alors évidemment, ça, on pourrait y revenir, c'est que nommer les montagnes a toujours été, c'est un enjeu important. Quand on a fait des cartes, il a fallu bien donner des noms aux cimes, et quand les pyrénéistes ont grimpé ces montagnes, ils ont cherché aussi à leur donner un nom. Bon. Et c'est vrai que ces noms, ils témoignent, à l'époque où ils ont été donnés, de ceux qui sont reconnus ou pas comme
des praticiens de la montagne, de ceux qui s'investissent dans la durée, dans l'ascension des Pyrénées. Donc ça c'est, d'ailleurs, bon, pour la petite anecdote, hein, ces noms qui ont été donnés, notamment par les Français, sont objets de conflits, notamment parce que certains sommets sont à la fois en Espagne et en France, et les Espagnols, par exemple, ne reconnaissent pas que le Schrader s'appelle le Schrader. Ils préfèrent l'appeler le Bachimal. Bon. Il y a toute une campagne, notamment des Aragonais, pour rebaptiser les pics. Bon, c'est une petite parenthèse, mais ces noms propres, en fait, ça semble aujourd'hui... On vit avec cet espace-là, mais cet espace, il n'est pas naturel. Il a été donné, en particulier au XIXe siècle, pour rendre hommage à un certain nombre de pyrénéistes qui s'y sont investis. Alors parfois on donne d'ailleurs un nom direct parce que la voie a été, par exemple, si le couloir Swann, si vous êtes sur les Astazous, le couloir Swann parce que c'est, on verra un certain Swann qui l'a grimpé la première. Par contre, si vous êtes sur, pareil sur le pic Margalide, etc. Parfois on donne aussi des noms un peu plus éloignés, même si la personne n'a pas excellé dans ce massif, on lui donne quand même ce nom parce qu'on voulait le reconnaître. Donc du coup ça m'a permis d'établir un petit peu une liste. Alors bien sûr cette liste elle n'est pas finie, elle pourrait se continuer, mais une centaine de noms sur lesquels je fondais une grande partie de ce travail. Après quand est-ce que je commence et quand est-ce que je m'arrête? Le début c'est facile. En gros, pour les Pyrénées, il y en a un, on va en parler, c'est Louis Ramon de Carbonnières, qui a donné d'ailleurs son nom à un pic, hein, le sommet de Ramon, à côté du Mont Perdu. Et c'est vraiment lui qui est le premier à venir dans les Pyrénées pour d'abord connaître la chaîne, connaître ses habitants, connaître sa faune, connaître sa flore, mais aussi pour monter au sommet de ce qui est considéré comme la plus haute montagne à l'époque, qui est le Mont Perdu. Donc lui, vraiment, il y a un avant et un après. Et surtout, il a voulu le faire connaître. Parce qu'on en parlera sur les pyrénéistes, il y a un vrai souci, et dans les Pyrénées, il y a un vrai souci par rapport aux Alpes, c'est que, autant on est à peu près sûr que c'est Whymper qui a, pour le premier, grimpé au sommet de la grande aiguille verte de 4300 mètres dans le massif du Mont Blanc, ça on en est sûr à 100%, parce que personne n'avait eu l'idée, à part lui, il avait été assez fou pour s'attaquer à cette ascension avant lui. Par contre, sur le Mont Perdu, on n'en est pas sûr. Sur le Vignemale, on dit que c'est Anne Lister, mais on verra qu'on n'en est pas sûr. Parce que dans les Pyrénées, en fait, surtout les voies normales, alors certains sommets évidemment étaient beaucoup plus difficiles, mais sont souvent techniquement, et je sans aucun mépris pour ça, mais sont techniquement considérés comme faciles dans la communauté alpinistique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, et d'ailleurs on verra des exemples, hein, des fois de sommets qui ont été gravis sans qu'on ait écrit dessus, et parfois, c'est ce qui va arriver sur le Balaïtous, Charles Pack, lorsqu'il va attaquer l'ascension en 1864, eh bien, il va arriver au sommet, et en fait, il va être surpris de trouver qu'il y a des traces et des outils qui ont été laissés par des prédécesseurs. Mais il ne le savait pas, personne ne le savait. C'était en fait le fameux Pétier au Sard, hein, on en reparlera de cette anecdote. Donc, effectivement, l'écrit, la mise en écrit, est très importante, et c'est Ramon qui la lance. Bon. Il la lance à la fin du XVIIIe siècle, donc ça, le début, il est à peu près clair. Par contre, quand est-ce qu'on s'arrête? C'est-à-dire, quand est-ce que ce XIXe siècle pyrénéen va véritablement s'achever? Alors, j'aurais pu choisir deux fins, au fond. La mort de Russell, donc au tout début du XXe siècle, en 1907, je crois, oui, je dis ça de mémoire, mais parce que ça marque la fin d'un âge d'or, symboliquement, il y a une sorte de quelque chose qui s'arrête là. J'ai quand même choisi d'inclure une forme de troisième génération de pyrénéistes, après lui, jusqu'en fait en 1914, pour reprendre un peu une chronologie aussi un peu traditionnelle en histoire. Ben oui, en histoire, le 19e siècle, souvent, il est un peu décalé. On le fait commencer après la période napoléonienne, en 1815, et on le fait terminer en 1914, en disant que là, il y a des ruptures vraiment qui touchent la population, qui vont faire un avant et un après. Donc j'ai pris 1914 parce que ça me permet de voir un peu les successeurs, on verra, de la grande génération pyrénéiste, et puis de comprendre un petit peu aussi comment se fait la jonction entre une pratique qui restait très élitaire de la montagne, en tout cas qui cherchait à former une élite, et des gens qui cherchaient davantage. Il y a vraiment une rupture qui se fait avec cette génération, donc j'ai préféré l'inclure en disant qu'ils sont des héritiers. Ils vont, on va dire, transformer cet héritage, essayer de le faire fructifier plutôt qu'essayer de le garder jalousement.
Alors pour les connaître, ça c'est par contre c'est très facile, ces pyrénéistes, eh bien ils ont laissé énormément, donc je vous l'ai dit plusieurs fois, d'informations. D'abord des écrits qui sont publiés par eux, ou parfois par aussi leurs héritiers. Et puis ils ont laissé énormément d'écrits de type de recension d'ascension, que ce soit dans les associations qui vont fonder, la Société Ramon, au sein de l'annuaire aussi du Club alpin français, à partir de 1874, qui va être un peu le lieu où, quand on a fait une ascension de taille, on va essayer de la mettre en évidence. Et puis aussi, on peut retrouver dans des revues plus généralistes, et notamment des revues parisiennes, comme notamment au bulletin de la Société Ramon, va être la revue dans laquelle les pyrénéistes vont chercher à faire connaître leurs ascensions. Donc ça, c'était relativement facile. Et puis, je suis allé chercher aussi des archives, alors qui ne sont pas inédites bien sûr, mais que j'ai mobilisées pour ça, qui sont notamment les registres d'ascension. Vous savez, parfois au sommet, dans les sommets, vous avez des petits carnets et on laisse votre nom. Bon. Donc ça, en fait, c'est une pratique qui s'est codifiée au 19e siècle pour garder une trace de son ascension et surtout pour en attester. On s'est mis à laisser, alors pas forcément au sommet, c'était parfois, entre guillemets, dans des lieux comme ça pouvait se faire au bureau d'études à Chamonix si vous étiez pour le Mont Blanc, etc., pour laisser votre trace de votre ascension. Et donc, parce que souvent les registres qui étaient en haut, ben, ils pouvaient être abîmés par les intempéries, donc préférer les mettre en bas dans des auberges, dans des bureaux des guides. Et donc ça permet de savoir qui a monté, combien de fois. Et par exemple, c'est comme ça qu'on va découvrir que il y a le premier espagnol qui a pu grimper au sommet du Mont Blanc, par exemple. Vous regardez la liste de tous ceux qui ont grimpé le Mont Blanc entre 1789 et 1857 pour cet espagnol, et bien vous allez trouver à un moment donné un espagnol. Alors là, ça va parce qu'en plus à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'ascensions sur le Mont Blanc, qui est bon, je pars hors des Pyrénées, mais vous êtes à 3-4 ascensions réussies par saison. Comme c'est des cordées en général qui partaient à 7 ou 8, donc voilà, vous voyez, ça reste, à l'époque, on pouvait le suivre, on peut voir qui laisse sa trace ou pas. Donc ça permet aussi de voir le rayonnement de nos pyrénéistes. Que les pyrénéistes, et en particulier certains d'entre eux comme Russell ou Bruhl, vont connaître une activité assez intense, voire de plus en plus intense dans les Alpes. Ça va être aussi une des limites au pyrénéisme, c'est que les pyrénéistes ne font pas que du pyrénéisme entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas hésiter à aller ailleurs, et avec une éthique très alpine pour le coup. Faire des voies difficiles, exceller dans le franchissement des glaciers, aller vite, etc. Ils ont aussi on va dire, ça les anime également. Donc, ce faisant, eh bien, on fait une liste. Cette liste, je vous le montre parce que ça me permet de voir on en fait un fichier, un tableau. Donc, j'ai pu faire, alors je ne vais pas vous abreuver, ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai fait tout un tableau, voilà, avec un peu à chaud, en mettant les dates de naissance, les lieux de naissance, des éléments très concrets, dans le but après de pouvoir faire un peu l'analyse du groupe. Savoir comment, par exemple, où ils sont nés. Bon, on va le voir, ils ne sont pas tous nés au pied des Pyrénées. Bon. Et puis, ensuite, on simplifie en étape 2, voilà, pour vous montrer aussi comment on passe de l'étape 1 à l'étape 2. Donc après, on fait des sortes de données plus simplifiées pour permettre d'avoir des comparaisons. Par exemple, au 19e siècle, c'est compliqué pour les études ou les professions, parce que vous n'avez pas de catégorie professionnelle très fixée à l'époque. Et donc chacun se donne un peu ce qu'il veut comme type de profession. Donc j'ai dû repasser un peu pour essayer de simplifier tout ça. Ça je ne vais pas vous le montrer. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en a en synthèse. Donc, au final, j'ai pris dans l'étude un groupe de 103 individus. Alors si vous faites de l'histoire ou de la statistique, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais pour les premier de cordée, la fierté du héros, c'est de pouvoir construire sa ferme, et de pouvoir, il a construit de ses mains d'ailleurs, il a construit son chalet pour pouvoir avoir des terres et pour pouvoir en fait penser à la suite aussi. Bon. Et grâce à l'argent qu'il a gagné dans la montagne. Donc voilà. Au niveau des origines géographiques, je vous l'ai dit, vous voyez, si vous prenez la France, ils sont très très français. Mais on a aussi des étrangers, des Espagnols. Alors les Espagnols, vous voyez, ils sont quand même, j'en parlerai, même s'ils sont peu nombreux,
eh bien ils sont présents. C'est vrai que ça aussi c'était un des gros problèmes qu'on avait souvent sur les écrits sur les pyrénéistes et sur les historiens qui ont travaillé dessus, c'est que les Espagnols n'étaient pas souvent évoqués. Alors que les Espagnols ont eu un rôle très important, notamment dans la dernière partie, j'y reviendrai. Donc beaucoup de Français bien sûr, des locaux, hein, vous voyez, vous en avez 25 sur l'échantillon, vous avez une quinzaine aussi qui viennent donc du reste des régions limitrophes. Mais vous avez aussi des gens qui viennent du reste de la France, c'est le premier poste. Et puis parmi les étrangers, vous avez non espagnols, vous avez quelques Anglais, mais beaucoup moins que dans les Alpes. Ils sont moins attirés, les Anglais sont moins attirés par les Pyrénées. Vous avez des Russes, vous avez des Allemands, hein, ou des États-allemands, quelques Suisses. Donc c'est à peu près l'essentiel que j'ai pu identifier. Donc plutôt une variété quand même géographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des riverains de la chaîne qui vont se faire connaître, on peut aller beaucoup plus loin, mais néanmoins par rapport aux Alpes, hein, on a surtout ce fait c'est pas les Anglais qui sont le premier, notamment bataillon d'alpinistes étrangers. Et là, chez les Pyrénées, on est quand même plutôt sur un recrutement plutôt français ou local, hein, avec les Espagnols à côté. Alors, évidemment, ça c'était mon but, c'était voilà, j'ai rempli mon premier contrat et ça va, j'ai encore du temps, donc c'est très bien. La suite, évidemment, c'était quand même de reprendre un petit peu, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment, à partir de ce travail-là, que j'ai pas forcément d'ailleurs mis dans le livre, hein, c'était pour ça aussi que je souhaitais un peu, voilà, ça me permet de faire une inédit, mais on arrive à faire quelque chose un peu plus structuré, de raconter un peu plus une histoire. Et donc là, je vais passer un peu au point sur le résumé un peu de ce que j'ai pu en dire. Alors, le livre, vous allez voir, si vous le regardez, s'articule en fait en plusieurs temps, en 4 chapitres. Dans le premier, j'avais voulu essayer de décrire un petit peu l'univers à la fois géographique, social, économique, dans lequel ces pyrénéistes vont découvrir cette montagne au cours du XIXe siècle. Parce que, en fait, il y a tout un tas de choses qui semblent pour eux évidentes dans leurs écrits, mais qui ne le sont pas pour nous. Par exemple, certaines sont dans les marchés aujourd'hui, pour vous repérer, vous aviez des cartes précises, éventuellement un GPS sur le téléphone. Vous pouviez compter éventuellement sur les marquages, c'est-à-dire vous vous promeniez avec des marques, alors vous savez, parfois rouge et bleu, parfois jaune, voilà. Vous aviez parfois des panneaux, vous aviez parfois des cairns. Il faut vous imaginer une période où il n'y a rien de tout ça. Il y a des chemins, il y a des cairns, il n'y a pas forcément, d'ailleurs, je vous ai dit, les noms de montagnes ne sont pas forcément fixés. Donc s'orienter est un véritable défi. D'où le fait que le guide, c'est pas gratuit. Enfin, c'est pas simplement pour se faire plaisir, enfin pour s'aider, pour porter. Non, le guide, il est indispensable parce que, comme son nom l'indique, il connaît la montagne, il est du coin et il va pouvoir vous dire s'il faut passer à droite ou à gauche à ce couloir. Parce que sinon, on va aller dans une vallée ou dans une autre. Alors que vous ne connaissez pas cette montagne, en tout cas au début, et vous n'avez rien à part le guide qui peut véritablement vous aider. Il existe des cartes, notamment les cartes Cassini au XVIIIe siècle, mais regardez chez vous les cartes Cassini, je vous mets au défi de vous orienter en montagne avec une carte Cassini sur vous. Bon, d'autant qu'en plus, elles ne sont pas diffusées très largement à ce moment. Donc tout un tas d'éléments qui semblent absolument évidents pour ces pyrénéistes ne le sont pas pour nous, lecteurs du 21e siècle. Pardon. Donc c'était l'idée un peu de décrire cet univers. Alors pour retrouver un peu ce que j'ai pu en dire, la première chose que j'ai voulu décrire, c'était le milieu naturel. La nature, elle n'est pas immuable, on le sait, on le voit, et si vous connaissez le massif de la Maladeta et si vous êtes déjà allé à la brèche, au port de Vénasque, vous verrez que la Maladeta que vous aviez ici en 1857, elle ne ressemble pas tout à fait, et pas du tout même à la Maladeta d'aujourd'hui. Parce que les contraintes qui pèsent sur la montagne sont à l'époque beaucoup plus fortes, de façon objective. D'abord, le climat est plus froid, les hivers sont plus froids, plus neigeux, les étés sont plus fréquemment, comme on pourrait qualifier, de pourris. Si vous lisez les écrits, notamment je pense à Russell là ici, Russell vous décrit que par exemple, il est sur le Vignemale le 12 août en 1880, et il prend 80 cm de neige. Bon. Et il doit déblayer ses grottes pour sortir parce que la tempête a été telle que ça. Bon, aujourd'hui, ce genre de configuration n'arrive plus. Alors de temps en temps, ça saupoudre un petit peu, mais de telles accumulations de neige en été, au-dessus de 3000 mètres, non, même au-dessus de 3000 mètres, on n'en a plus.
Donc qui dit climat plus froid, vous le voyez, ben, les glaciers sont beaucoup plus étendus à l'époque qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, on parle de 23 km² de glace vers 1850 contre 3 ou 4 km² aujourd'hui et encore, bon, si tout va bien. Donc, si vous connaissez évidemment la Maladetta, ben voilà, vous voyez ici, hein, donc le glacier de la Maladetta qui aujourd'hui à peu près se limite à ceci. Ben, vous voyez, il descendait très bas. Alors là, vous êtes en 1857, il a été encore plus bas, hein, parce que si vous devinez ici, les zones grises, là, c'est ce qu'on appelle les moraines, c'est-à-dire vraiment les limites, les cailloux qui sont poussés par le glacier, vous voyez, ils descendaient jusqu'ici. Hein. Donc la Maladetta déjà en 1857 a commencé à son recul, mais vous voyez, bon, quand vous lisez que les gens ont peur des glaciers, ben, ils ont peur des glaciers parce que les glaciers sont plus gros. Il y a plus de crevasses. Aujourd'hui, vous allez faire le Vignemale quasiment en petite chaussure de trail, il y a des gens qui s'y lancent. À l'époque, si vous faites ça, vous tombez dans des crevasses. Et surtout sans guide. Bon. Parce que les glaciers sont plus profonds, plus dangereux, et des morts, il y en a, notamment ici sur l'Aneto, un guide luchonais célèbre, Barrault, s'est fait happer par l'Aneto, ce qui va terroriser les guides de Luchon pendant des décennies. Donc vraiment, c'est un vrai enjeu pour les pyrénéistes. Il y a moins de forêts aussi, hein, ça c'est, on a un spécialiste aussi avec nous, et le couvert forestier est à son réduit, mais parce qu'il y a de très fortes pressions sociales. Donc la montagne, elle ressemble pas vraiment à ce qu'on aurait pu voir. Elle est plus blanche et aussi plus pelée. Il y a plus de prairies, moins de forêts. Alors ensuite, l'accès au sommet et au principal sommet est plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas de route, enfin, il n'y a pas de véhicule, véhiculer c'est compliqué. Souvent, en fait, les marches d'approche sont indispensables pour ces pyrénéistes. Alors parfois, ils les font à dos de mule ou à dos de cheval, hein, ça revient fréquemment. Mais faire une course comme, vous voyez là, le pic d'Aneto, ça nécessite évidemment plusieurs jours déjà pour arriver au sommet et puis ensuite pour en revenir. Donc ces Pyrénées, première chose, voilà, ils sont, le milieu naturel est un petit peu différent de celui qu'on a aujourd'hui. Autre chose, c'est que la société est aussi différente. On est à l'époque dans l'époque de maximum démographique pour les Pyrénées. Alors je cite des chiffres, et si on prend les départements qui sont évidemment imparfaits hein, comme échelle, mais sur les Hautes-Pyrénées, vous avez 20 000 habitants de plus en 1846 qu'aujourd'hui, alors que la France est 2 fois moins peuplée. Le pire, le cas le plus emblématique, c'est l'Ariège. L'Ariège, en 1846, c'est 270 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 150 000. Bon. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une période où on a les villages, vous voyez, hein, quand vous voyez les villages de montagne, il y a souvent des maisons abandonnées, mais c'est qu'à un moment donné, elles ont été occupées. Et là, vous êtes au moment où tout est occupé. Tout est occupé, c'est-à-dire que comme tout est occupé et qu'on est surtout sur des sociétés agricoles, il faut beaucoup plus de terres. Donc vous avez une pression sur les terres qui est considérable, avec éventuellement aussi la mise en l'aménagement des montagnes, vous savez, en terrasse pour essayer de faire un peu de foin et pour faire ça. Vous êtes aussi sur une société qui est agro-pastorale, où le pastoralisme est très important, et donc toutes les montagnes sont occupées par des brebis, on est plutôt les Pyrénées, c'est plutôt brebis ou quelques bovins également, pendant l'été. Donc vous avez des montagnes qui sont évidemment beaucoup plus occupées par le pastoralisme qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et évidemment, si vous avez plus de gens, vous avez aussi plus d'activités industrielles. Et le fond des vallées, on est avant la révolution industrielle, on est avant les grandes usines. Et donc pour faire des outils, eh bien, on va les prendre sur place. Donc on a, au fond des vallées, vous avez des ateliers de fabrication qui vous permettent de faire des outils, faire un petit peu de métallurgie, et on va se chercher à en faire sur place aussi. Donc c'est le moment où les Pyrénées vont avoir plein de petites mines qui ont surtout un usage local. Il y aura des mines après, plus tard, qui vont avoir un rayonnement national, voire international, mais vous avez en tout cas une activité économique industrielle très forte dans ces vallées. Donc cela fait que si vous avez une activité industrielle, vous avez des biens qui vont être échangés souvent avec l'Espagne, qui est le principal débouché, ou avec le reste du pays. Donc vous avez résultat, les pyrénéistes ne sont pas les seuls à fréquenter la montagne. Les montagnes sont très fréquentées à ce moment-là.
Et d'ailleurs, quand vous lisez les écrits de ces pyrénéistes, ils rencontrent souvent des gens. Alors parfois bien intentionnés, parfois pour les détrousser, parfois des brigands, parfois des gendarmes ou des douaniers, etc. Bon. Donc si vous regardez les colporteurs, les bergers, les migrants saisonniers, parce que vous êtes encore à une époque où, notamment l'hiver, on quitte les villes, enfin certaines quittent les villages parce qu'il y a moins besoin de bras pour aller travailler en Espagne et ramener après de l'argent au printemps. Si vous y ajoutez les contrebandiers qui bénéficient, qui essaient de passer en douce, alors pas des cigarettes à l'époque, quoique on pourrait avoir de temps en temps du tabac, mais pour les Espagnols souvent c'est l'or parce que les Espagnols ne peuvent pas sortir d'or. Pour les Français, et donc du coup les Français eux, ils cherchent à acheter du sel parce qu'on jusqu'au 1789 vous savez il y a la gabelle, donc le sel est rare et taxé, etc. Et évidemment si vous avez des contrebandiers, vous aviez des douaniers, des forces de l'ordre. Donc ça fait qu'en fait la montagne elle est courue. Donc ces pyrénéistes, ils vont pas arriver tout seuls dans une sorte de terra incognita. Non, il y a beaucoup de sentiers, il y a beaucoup de gens qui la fréquentent. Après, peu recherchent l'idée d'aller au sommet. La montagne, c'est quelque chose que l'on doit franchir. C'est un lieu où on travaille. C'est pas un lieu où on se divertit. Ça, c'est vraiment les pyrénéistes qui vont amener ça dans les activités montagnardes. Et puis, du coup, c'est aussi quand même un monde qui change. Le 19e siècle est un moment où les montagnes des Pyrénées vont beaucoup se transformer. D'abord, il y a de forts enjeux militaires, bon ça c'est ancien, et aussi d'enjeux touristiques qui vont pousser à la construction de routes, notamment. Alors, oui, le découpage de la frontière, je ne vais peut-être pas vous l'évoquer parce que c'est un peu loin, mais surtout on construit beaucoup de routes. On construit des voies ferrées. Dès 1859, le train arrive à Tarbes. En 73, il arrive à Luchon, à Bagnères de Bigorre en 62. C'est-à-dire que les pyrénéistes, ça c'est ce qu'on va voir aussi. Au tout début, accéder aux Pyrénées, c'est quand même un sacré voyage. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, le train permet d'accéder beaucoup plus facilement aux montagnes. Mais résultat, il y a plus de fréquentation, plus de touristes et aussi plus de curistes. C'est vrai que le développement thermal est quelque chose qui va, dès la fin du 19e siècle, attirer des gens qui n'auraient pas été à la montagne sans en fait la présence de sources chaudes. Donc le développement de l'exploitation des eaux chaudes va attirer à la montagne des touristes différents que, je dirais, des riverains simples de la chaîne. Donc ça fait que la montagne change, attire des populations nouvelles, comme on l'a vu, et qui parfois vont vouloir ne pas rester en bas et aller explorer un peu là-haut, prendre de la hauteur, contempler les monts, et c'est de là dont va naître en fait, notamment du développement du tout premier tourisme dans le thermalisme que vont naître et que vont apparaître les premiers pyrénéistes. Alors, je vais vous faire, on va dire, les autres chapitres, en fait, qui vont essayer de comprendre un petit peu ces trois générations de pyrénéistes que j'ai pu voir à travers l'échantillon, avec tout d'abord ceux qui vont inventer vraiment la pratique et commencer à faire connaître les Pyrénées, puis ceux qui vont, on va dire, l'exploiter, cette montagne davantage, donc la deuxième génération, et puis ceux qui vont devoir un peu se diversifier pour continuer à briller dans l'ascension des Pyrénées. Alors les inventeurs, évidemment, sont par rapport au reste du groupe, si on les regarde, plus aristocratiques. Ils sont souvent plus d'origine plus élevée, plutôt issus évidemment, c'est plutôt des curistes en fait à la base, donc ils viennent plutôt des zones urbaines ou de capitales régionales. Surtout, ils ont une pratique de la montagne qui est plutôt ponctuel, c'est-à-dire qu'ils cherchent à faire un sommet sur une campagne ou deux, qu'ils vont médiatiser, ça c'est quand même ce qui fait qu'ils cherchent à se distinguer, donc ils vont médiatiser, ils vont publier dans des livres, des articles de revue, mais ils ne vont pas avoir, à quelques exceptions près, un investissement sur la très longue durée. Même Ramon, qui est un peu le chef de file il va en fait faire que trois séjours dans les Pyrénées. Alors, dont un qui va être assez long, mais Ramon a été plus longtemps presque dans le Massif central, par exemple. Il a écrit aussi sur les Alpes. Donc en fait, c'est pas un pyrénéiste au sens où il va s'investir que dans les Pyrénées.
Ils sont animés d'une très forte logique de concurrence. Hein, c'est vraiment la course aux premières. Le but, c'est d'être le premier au sommet d'une montagne, quitte à parfois se faire avoir, évidemment, par les guides qui monnaient en fait les premières. Donc, sous-entendu, peut-être que les guides ont été avant pour savoir si c'était faisable ou pas. Mais ça, ils ne le disent pas. Et puis, ils ont aussi beaucoup de préoccupations scientifiques. C'est l'époque où on a énormément de gens qui vont dans les montagnes pour ramasser des fleurs, pour faire de la géologie, etc. Hein, c'est vraiment c'est un peu le prétexte à monter à la montagne parce qu'en fait, on se rend compte très vite que c'est pas uniquement... Si on veut regarder, en tout cas herboriser ou faire de la géologie, on n'est pas obligé d'aller sur les plus hauts sommets. Hein, on peut se satisfaire de rester un peu dans des sommets même plus secondaires. Non, ils cherchent quand même à aller dans les hauts sommets. Et puis, on a le rôle majeur à l'époque des guides locaux, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas en fait simplement des porteurs. Alors si on lit évidemment les écrits des pyrénéistes, on a l'impression que les guides, le pyrénéiste mène et les guides suivent. En fait, si on lit entre les lignes, c'est différent. Puis il y a notamment sur la première du Vignemale, les guides en fait les guides locaux vont en fait faire la première du Vignemale, ils trouvent une voie. Et là, la saison, en fait, ils essaient de monnayer à des curistes qu'ils connaissent, Alors Anne Lister, qui va être la première, est connue et elle a déjà un passé. Elle a fait le Mont Perdu, donc elle n'est pas. Mais ils vont monnayer à Anne Lister l'idée de faire la première du Vignemale. Mais comme peut-être Anne Lister n'a pas donné assez d'argent, eh bien il y a le prince de la Moscova qui arrive aussi dans les Pyrénées à ce moment-là. Ils vont lui dire également qu'il fait la première du Vignemale. Bon. Sauf que Anne Lister, elle est restée plus longtemps que prévu à Cotteret, et lorsqu'elle voit arriver le prince de la Moscova qui, tout fier de lui, dit « j'ai fait la première du Vignemale », elle va voir les guides pour leur demander « mais attendez, qui a fait la première là? Moi j'étais avant lui, hein, donc va falloir qu'on règle ça ». Donc elle va voir un juge pour faire acter et faire écrire à ses guides, signer que c'est bien elle qui l'a faite la première. Donc ça c'est pour dire en fait que les guides, ils sont malins. Hein, c'est pas simplement des benets un peu bêta qu'on peut voir dans les descriptions des pyrénéistes, voilà, ces grands gens de la ville qui les prennent de haut, mais parfois ils se font aussi un peu rouler dans la farine. Bon. Bref, donc en tout cas, ces premiers inventeurs, donc ce sont eux qui font les premières courses en montagne. Donc, ils sont très proches des alpinistes de l'époque dans leur éthique. Hein. Leur but, c'est de grimper au sommet, de le dire. Mais beaucoup moins anglophone que le sont les alpinistes. Il y a une raison à cela, c'est que les Anglais veulent des très hauts sommets. Ils veulent les plus hauts sommets. Et les Pyrénées, c'est l'un des deux. Par rapport, c'est la Ligue 2 si vous voulez, pour les Alpes européennes. C'est-à-dire que pour être un alpiniste reconnu en Angleterre, il faut avoir fait un sommet de plus de 30 000 pieds, c'est-à-dire 3 947 mètres, quelque chose comme ça. Bon. Dans les Pyrénées, vous les cherchez, vous ne les trouverez pas. Donc en fait, les Anglais, quand ils veulent devenir des alpinistes reconnus, être membres du fameux Alpine Club, ce grand club prestigieux, ils vont aller dans les Alpes, mais les Pyrénées, ça ne les intéresse pas au premier chef. Sauf s'ils sont un peu marginaux. Comme je vous ai dit, Anne Lister, qui a pu être attirée par ces Pyrénées, mais elle va mourir dans le Caucase, par exemple. Hein, parce que de toute façon, Anne Lister n'aurait jamais pu être membre de l'Alpine Club, vu que le club était exclusivement, bien sûr, masculin, comme tout club britannique qui se respecte. Donc parmi ces grandes figures, je vous en passe quelques-unes, évidemment. Donc Louis Ramon de Carbonnières, qui est vraiment l'inventeur, qui est le premier à aller dans les Pyrénées, qui est rendu célèbre pour son ascension du Mont Perdu en 1802, mais c'est pas le premier. Il avait fait il avait envoyé ses guides avant pour opérer, et les guides étant revenus en disant oui on y a été, c'est très bien, il a voulu dire oui moi je veux y aller tout de suite. Ça se passe exactement de la même manière au Mont Blanc. Hein. Vous savez les guides en fait ont été les premiers, et Horace Bénédicte de Saussure a suivi ensuite, une fois que deux personnes avaient pu, un guide et un médecin local avaient pu arriver au sommet du Mont Blanc. Et puis je vous ai donné un autre nom, Anne Lister, je vous l'ai dit, la première au Vignemale en 1838. C'est intéressant parce que c'est une femme. Alors c'est pas n'importe quelle femme, elle est issue d'une aristocratie très fortunée, elle est très libre, y compris dans sa sexualité. Elle vit avec une autre femme, et donc c'est quand même un peu en rupture avec le monde, et elle n'hésite pas à vouloir prouver que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes.
Donc Anne Lister va connaître ce vignemal, une première connue, et justement parce que elle va être longtemps occultée par le prince de la Moscova, qui malgré cette décision de justice va quand même publier son article. Et comme Anne Lister meurt quelques mois plus tard, enfin quelques années plus tard dans le Caucase, elle ne va pas pouvoir se défendre, notamment en France. Il va falloir attendre justement Béraldi, Pâques et on va dire la génération d'après pour redécouvrir cette première, qui va être considérée comme authentique parce que Anne Lister va publier un journal et va l'écrire. Comme autre nom célèbre, vous avez aussi Platon de Tchiachev. Alors lui, c'est le pyrénéiste d'un coup typique, hein, donc c'est un aristocrate russe. Il vient à Luchon, il veut faire le premier l'Aneto, il paye des guides. Il a un compagnon de Franqueville qui vient avec lui et ils vont réaliser la première de l'Aneto en 1842. Il ne reviendra plus après dans les Pyrénées. Par contre, vous avez des gens qui commencent à faire des choses différentes. Vincent de Chaussinck, qui est un officier et qui lui commence à s'investir dans la durée dans la montagne. Il ne va pas faire qu'un sommet, il va vouloir en faire plusieurs, il va vouloir connaître la montagne. C'est un officier, il tombe amoureux des Pyrénées, il va dire qu'il est très malade et donc il va quitter l'armée. Bon, très malade, mais bon, vu ce qu'il a à faire comme en montagne, on se doute que il mentait un petit peu. Et ça va devenir quelqu'un qui commence à lancer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on va venir longtemps dans la montagne. Et c'est là qu'on va trouver du coup la deuxième génération qui lui succède. C'est la fameuse génération de la Pléiade. Cette Pléiade qui a été identifiée par Béraldi, qui a voulu distinguer parmi les pyrénéistes un groupe qui semblait supérieur aux autres. Alors, ce groupe de la Pléiade, Béraldi en identifie 8, moi j'en trouve un peu plus, hein, parce qu'ils ne sont pas que ces 8-là, il y en a d'autres aussi qui les accompagnent. Ils sont déjà beaucoup plus bourgeois, c'est-à-dire qu'ils sont moins aristocrates que la génération précédente, beaucoup plus de protestants, notamment de Bordeaux, hein, on en a pas mal, qui sont enrichis par l'argent du 19e siècle, par le commerce, par l'industrie éventuellement, ou par leur diplôme, et qui vont s'investir aussi dans la montagne parce qu'ils ont du temps à utiliser pour pouvoir s'adonner au pyrénéisme. Ils s'enracinent beaucoup plus proche des Pyrénées, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à déménager, ou ça aménager près des Pyrénées. Le cas le plus connu, c'est celui de Russell, hein, qui va aménager à Pau. Après avoir parcouru le vaste monde le moment, où ils sont éventuellement à Toulouse ou à Bordeaux, mais en tout cas ils aménagent au pied des Pyrénées parce qu'ils y vont tous les étés. Hein, c'est un peu le rituel, voire après même au-delà, parce qu'ils vont commencer à y aller en hiver. Ils pratiquent un ascensionnisme beaucoup plus sportif et ils cherchent à se distinguer, je dirais, de la génération précédente dans l'idée qu'ils vont ne pas être que des alpinistes ou des pyrénéistes un peu amateurs que d'une course, mais en faire plusieurs, hein, multiplier les ascensions. Si vous regardez la liste des premiers sommets que fait Russell, qui est un peu l'emblématique on est évidemment dans une même saison, comme en 1864, il va être le premier à grimper au Lustou, au Pic Carlite, donc vous imaginez, donc le Lustou, le Pic Carlite, il a fait 3 départements, les Gours Blancs aussi, et comme il n'en a pas assez, il a fait aussi le Pic Coronas, donc ça veut dire qu'il a fait un anéto par-ci par-là, donc il a grimpé un sommet secondaire du massif, et puis le cylindre du Marboré, hein, du côté de Gavarnie. Donc vraiment, c'est dans une seule saison ça. Donc c'est quelqu'un qui donc ne fait pas qu'un sommet, il en fait plusieurs, et il cherche à en faire sur toute la chaîne. Donc ils sont quasiment des professionnels du pyrénéisme. Vraiment, on pourrait dire, leur activité principale, c'est faire de la montagne, publier et écrire dessus. Bon. Alors comment ils vivent ? Soit ils ont une activité libérale type avocat qui leur permet un peu de se mettre en retraité, ou notaire, ça peut se faire. Soit ils ont de la fortune, ils vivent de leur rente, hein, donc ils vivent sans travailler. Soit ils essaient de maximiser leur temps de vacances. Surtout, ce qui est nouveau chez eux, c'est qu'ils développent des outils, c'est-à-dire des revues, quasiment des maisons d'édition. Il va avoir un lien très fort, notamment avec les éditions Hachette, ce qui va être le guide Joanne, les premières guides touristiques, pour communiquer à l'échelle nationale sur leurs exploits. Hein, donc, ils se créent des outils, des canaux d'information presque spécifiques. Ils vont avoir leur revue, hein, notamment donc, le bulletin de la Société Ramon.
Alors, ces 7, pardon, oui, je dis 7, mais il y en a 8, figures de la Pléiade, évidemment, je vous ai dit, distinguées par Beraldi. En fait, il y en a d'autres aussi. Hein. Bon, je vous cite les noms, hein. Russell, Lecœutre, Paul-Édouard Vallon, Schrader, le père d'Ernest, hein, vous connaissez peut-être plus facilement, Schrader, le Gourdon, Cinsault, ah oui, Gourdon, c'est Gourdon que j'ai mis 2 fois, Belloc, et puis d'autres aussi qui tournent autour, hein, Lesat, Truta ou Félix Regnault. Alors leur principe, donc je dis, c'est des grands marcheurs, bien sûr, ils vont épuiser les premières quasiment, enfin, ils vont faire quasiment tous les pics qu'ils peuvent faire, ils vont le faire. Les premiers c'est les 3000 et puis ensuite ils vont descendre. Hein. Ensuite, ils ont une logique aussi d'exploration, ça c'est assez nouveau. C'est des gens qui défendent l'idée de rester longtemps en montagne, de ne pas faire qu'un sommet redescendre, mais de faire des séjours prolongés en altitude. Donc, ils vont inventer pour cela, aménager des cabanes, voire pour Russell, creuser des grottes aussi au Vignemale. Hein. Donc il va se construire des abris sous la montagne, ou même inventer des systèmes aussi pour dormir en altitude, parce que personne ne le faisait véritablement, en inventant par exemple des systèmes de sacs de couchage. Hein, parce que dormir au-dessus de 3000 mètres, en fait, les bergers ne le faisaient pas, enfin, sauf s'ils y étaient absolument forcés. Donc ils inventent un certain nombre d'outils qui vont être ensuite réutilisés par la suite. Ils ont toujours quand même une très forte perspective scientifique et notamment cartographique. Hein, c'est eux qui vont créer des outils pour communiquer, partager la montagne. Donc ils vont se lancer dans des cartographies systématiques, c'est notamment Franz Schrader, qui est aussi un très grand géographe, qui va s'y atteler en créant des horizons, en faisant des portraits, même c'est aussi quelqu'un qui aime bien peindre les montagnes, mais il va aussi cartographier, faire des cartes précises, notamment de la région de Gavarnie, pour aider aussi à la connaissance et à la pratique de la montagne. Cette génération, c'est eux qui aussi sont des aménageurs. C'est durant cette génération qu'on va voir la société Ramon s'investir dans la construction du pic du Midi de son observatoire, hein, qui est resté quand même célèbre. C'est là que vont se construire les premiers refuges. Arémolite en 1886, qui est construit par le CAF de Pau, hein, donc du côté du Pyrénées-Atlantiques. Puis aussi le célèbre refuge de Tuquerouille en d'Estobé, et qui était un point aussi central pour aller à la conquête du Mont Perdu depuis la France, hein, parce qu'à l'époque il n'y a pas de tunnel aussi, hein, donc pour passer, on passe par les cols, donc c'était le col le plus direct. Donc évidemment ils cherchent à rendre leur séjour plus confortable. Attention, ils ne voient pas le refuge comme un lieu destiné à n'importe qui. Alors les refuges et surtout les abris de Russell que Russell va construire sont destinés à organiser parfois des fêtes, des réceptions entre gens de bonne compagnie et de gens qui connaissent la montagne et qui ont aussi, je dirais, l'étiquette donc pour partager ce genre de soirée. On ne se destine pas aux bergers moyens. Hein, c'est l'idée quand même de rester entre soi dans une certaine élite. Et puis il cherche à partager, je vous l'ai dit, la montagne, notamment avec la publication du guide, d'un premier grand guide. Alors il y a plusieurs guides qui sont publiés sur les Pyrénées avant, mais le premier grand guide qui est de Joanne, donc qui est l'ancêtre des guides Hachette, dans lequel notamment Schrader va être très impliqué. Et puis donc je vous l'ai dit précédemment, au sein de deux institutions qui vont être aussi un peu les points de ralliement de ce groupe, hein, la Société Ramon et le CAF, le Club Alpin Français, en 1874. La dernière génération, qui évidemment, que je vous dis, j'avais questionné son intégration, d'abord parce que ils n'ont pas du tout la même figure sociale. Hein, on a de plus en plus des origines sociales plus diverses, avec ici notamment des instituteurs qui apparaissent comme Louis ou Marguerite Le Bondudier. On a aussi davantage quelques bergers qui s'y lancent, notamment dans les premiers pas d'escalade, parce que c'était beaucoup plus facile, on pouvait le faire en fait sans trop partir loin de chez soi. Hein. Donc on commence à avoir des individus nouveaux qui laissent des écrits sur la montagne, pas uniquement en fait les grands aristocrates ou les grands bourgeois des générations précédentes. Par contre, les pyrénéistes ont un rayonnement, on va le voir, beaucoup plus local. On a moins d'individus, on a de plus en plus de gens qui naissent sur place ou à côté.
Bon voilà, l'aménagement, voilà. Et surtout, cette génération, elle est marquée par un renouvellement très important des pratiques et une diversification des usages de la montagne. Pourquoi ? Parce que la génération précédente a un peu tué la matrice originelle du pyrénéisme, qui est de grimper sur des sommets en étant les premiers. Quand on est grimpé à peu près sur tous les sommets en étant les premiers, c'est compliqué. Donc il faut inventer d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'on va inventer ? Par exemple, on va dire, c'est bien de grimper sur les sommets, mais on va essayer de grimper de façon plus élégante, plus difficile, par des voies qui n'étaient pas connues. Et donc, notamment quelqu'un comme Henri Brühl, que vous avez ici, avec sa belle moustache à la Pierre de Coubertin, invente va théoriser un peu le pyrénéisme de difficulté, notamment en escaladant le Vignemale à 2 reprises, en 79 et en 89, en 1879 et en 1889, par 2 voies très difficiles, le Clos de la Hount qui va être une première fois qu'on le grimpe aussi par une voie nouvelle, et puis surtout par le fameux couloir de Gobes qui est gravi au printemps là, à ce moment-là, et qui sera d'ailleurs, qui va rester 60 ans le monopole de Brühl et de son équipe, ils n'étaient pas tout seuls, parce qu'on n'aura jamais les conditions pour le regrimper après lui, en tout cas jusqu'aux années 30. On a d'autres cas aussi comme donc Henri Cordier, je pense notamment, qui brille aussi éventuellement, comme Brühl aussi dans les Alpes. Parce que comme ils sont forts dans les Pyrénées, ils vont aussi s'exercer dans les Alpes. Et Brühl va faire la Meige, qui est quand même un sommet célèbre des écrins. Il va aller aussi dans les Drus, dans le massif de Chamonix, faire la 3e voie, en fait la 3e fois, les Drus en France. Donc c'est quand même des gens qui ne sont pas uniquement quand ils commencent à être forts techniquement, ils vont essayer d'aller ailleurs. C'est pour ça que, est-ce qu'ils sont toujours des pyrénéistes à 100%? Est-ce qu'ils ne sont pas plus des alpinistes général? Bon, ça, Brühl s'en défend un petit peu, mais en fait, quand on regarde, c'est vrai qu'il défend une éthique très proche de celle des alpinistes standards. La randonnée au long cours apparaît aussi. On est dans cette génération-là, on commence à avoir des écrits qui racontent des randonnées, peu importe les sommets, mais pour traverser la chaîne. On commence à avoir des traversées des Pyrénées à ce moment-là. On a aussi le début de l'exploitation hivernale de la montagne, c'est-à-dire qu'alors que la génération précédente se reposait l'hiver pour écrire, là on commence à l'hiver aussi faire de l'ascension. Donc on fait des grandes traversées à ski, notamment en 1904, il y a une saison où notamment Louis Robach va faire la première de l'Aneto, du Vignemale, du Mont-Perdu. Enfin, ils font toutes les grandes premières à ski, parce qu'ils ont connaissance de ces skis, ils les importent dans les Pyrénées, ils commencent à en faire. Donc l'hiver va devenir aussi une saison du pyrénéisme, ce qu'elle n'était pas véritablement précédemment. Ensuite, on a l'apparition de l'escalade, c'est-à-dire que peu importe le sommet, ce qui compte c'est la difficulté pure. Donc on va très très loin, donc on veut faire des voies, on veut essayer de briller dans la seule connaissance de la roche et de son ascension. Donc cette escalade, les Pyrénées sont assez innovants là-dessus, parce que dans les Alpes, elle va longtemps être snobée, notamment dans les Alpes françaises, alors qu'elle se développe beaucoup dans les Dolomites en particulier, donc dans des Alpes plutôt italiennes ou autrichiennes à l'époque. Et dans les Pyrénées, on est comme dans les Dolomites, on en est fiers, et donc on a des premiers escaladeurs qui utilisent en plus les premières fois les pitons, des cordes pour s'aider à grimper, alors que du côté de Chamonix notamment, on va rester très longtemps réfractaire à toute utilisation d'aide artificielle pour l'ascension. Et surtout le grand fait de la diversification, et c'est comme ça que j'en terminerai, par la note sur l'Espagne. C'est-à-dire que jusqu'alors, je vous ai parlé de gens français, éventuellement anglais ou aussi allemands, quelques noms, mais l'Espagne rentre en scène à ce moment-là, dans cette dernière période. Alors, pourquoi cette entrée tardive des Espagnols dans le jeu des pyrénéistes ? Sans doute, les explications qu'on peut donner, c'est que l'Espagne est, par rapport à la France, dans une situation politique et économique très différente. Politiquement, la France, vous allez me dire, elle est aussi dans une période d'instabilité très forte, mais qui ne va pas jusqu'à... Les révolutions restent ponctuelles, alors qu'en Espagne, on est dans un quasi-climat intégral de guerre civile jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il va y avoir après des suites, évidemment, au XXe siècle, mais on va dire entre les années 1880 et 1936, il y a quand même une relative accalmie. Mais jusqu'alors, l'Espagne est donc dans un climat un peu de mobilisation militaire permanente qui rend peu fréquentables les zones frontières, en particulier les Pyrénées. Il y a quelques ascensionnistes, on en trouve quelques-uns, mais
pas du tout de mouvement plus massif comme on en a dans les Pyrénées françaises. Le renouveau va venir de l'excursionnisme catalan, qui voit en fait la conjugaison entre le développement économique de la Catalogne, qui va connaître vraiment un essor industriel un peu plus tardif que la France, mais un véritable essor industriel, qui va enrichir des individus, qui vont avoir un peu plus aussi de temps et de loisirs à consacrer à leurs loisirs, et l'apparition d'une identité nationale forte qui va se construire par la montagne. Alors quand vous lisez les écrits des excursionnistes catalans, en fait, ils disent, bon, la Catalogne, notamment du sud, a été ouverte à l'Espagne, ouverte à la mer, il y a eu beaucoup évidemment d'échanges, tandis que la montagne étant restée beaucoup plus en retrait, elle est plus fidèle à une certaine catalanité, comme on dit, un esprit catalan, une langue catalane plus pure que celle qui est parlée dans les côtes. Donc on va aller la chercher, cette langue. Donc on va dans la montagne, d'abord pour faire des excursions. Donc l'idée qu'on part faire, un peu comme vous l'avez dit, on peut faire des visites d'églises, on va aller voir les anciens des villages, on va les écouter parler, on va noter ce qu'ils disent, entre bourgeois évidemment barcelonais. Et puis on est aussi fasciné par ces montagnes qui symbolisent la Catalogne. Le Canigou, puis ensuite plus tard le Pic d'Estats, on va aussi au sanctuaire de Núria, qui est pas très loin aussi des montagnes, donc on est fasciné par tout ça, et donc on se met aussi à escalader. Mais comme les premières ont déjà été toutes faites par les Français, eh bien on adopte tout de suite les nouvelles techniques. Donc on se fait du ski plus rapidement qu'en France, on ne va pas attendre 60 ans pour le faire. On fait des voies difficiles plus rapidement qu'en France, on ne va pas attendre là aussi 60 ans pour le faire. Donc résultat, en fait, les Espagnols vont connaître un développement très rapide. Dès 1890, ils ont le cercle des excursionnistes catalans, le SEC. Puis ensuite, en Aragon aussi, on a dès 1904, on a les premières associations de montanisme, comme on l'appelle là-bas. On ne l'appelle pas pyrénéisme, on l'appelle montanisme en Aragon et excursionnisme en Catalogne. Donc pour favoriser et populariser aussi la mise en place de la montagne, enfin l'exploration de la montagne. On construit très vite les premiers refuges. Et dès 1906, on a des premiers exploits un peu alpinistiques. Notamment, si vous allez dans l'Aneto, il y a une crête qui s'appelle la crête de los Descalzas. Pardon, en espagnol, je suis fatigué. La Cresta de los Descalzos, c'est la crête des déchaussés. Et pourquoi ? Parce que, en fait, Arenas et Oliveras, les deux grimpeurs qui vont s'y attaquer, en fait, ils étaient en grosses chaussures de montagne cloutées. Ils se sont trouvés en difficulté sur cette arête effilée et donc ils se sont déchaussés. Ils ont laissé les chaussures en bas de la voie, ils ont mis des chaussettes et ils sont montés en chaussettes jusqu'au sommet. Bon, jusqu'au sommet d'Aneto. Donc c'est resté célèbre. Mais pour vous dire que dès 1906, en fait, ils font des voies comme ça. Hein. Ils vont pas attendre 100 ans. Voilà. Très rapidement, les Espagnols rattrapent leur retard. Et y compris à dépasser presque les Français plus récemment, hein, dans leur excellence donc dans les Pyrénées. Donc voilà, si vous voulez, en conclusion, avant de vous écouter, 4 petits points quand même qui m'ont servi de fil rouge et sur lesquels j'aimerais faire attention, et puis je vais être ouvert à vos questions. Hein. Vraiment garder l'idée que les pyrénéistes sont les enfants de l'âge industriel, ça, quelque chose que je vous avais vu, mais vraiment de l'apparition du loisir, de l'enrichissement d'une fraction de la société, qui a pu avoir du temps à consacrer à d'autres activités, et qui a considéré la montagne non comme un métier, ou comme un lieu de travail, mais comme un loisir. Deuxième point, il n'y a pas de pratique unifiée de la montagne au cours du XIXe siècle. C'est-à-dire que vraiment, on a différentes façons de la voir avec des évolutions, et puis, comme on l'a vu au fil du siècle, et puis aussi en même temps, dans les mêmes générations, des façons très différentes d'appréhender les choses. Ça reste toujours une élite qui a construit et qui a fait connaître les Pyrénées et les a aussi aménagées, mais ce faisant, cette élite, elle a, entre guillemets, travaillé à sa disparition, parce que les refuges qu'ils ont construits, eh bien, ils vont pas les garder eux seuls. Quand Russell va mourir, ces grottes vont être pas reprises par ses héritiers, mais elles vont servir aux premiers, à d'autres pyrénéistes lambda, à pouvoir s'abriter en cas de mauvais temps, et plus uniquement à cet aristocrate à recevoir ses amis en soirée avec vin fin et tenture, comme il le faisait sur les pentes donc du Vignemale. Donc c'est ça que je voulais, c'est qu'ils ont été
à leur corps parfois défendant, les contributeurs de l'élargissement social, de la pratique de la montagne. Et si tous, peut-être vous avez aujourd'hui été en montagne, c'est peut-être qu'ils vous ont aussi, d'une certaine manière, mis un peu le pied à l'étrier. Voilà, en tout cas, merci de votre attention et puis je suis ouvert à vos questions désormais. S'il y en a. Clair, inventif, vous avez vraiment su prendre un sujet qui avait été traité par Beraldi, mais le revoir d'une manière beaucoup plus scientifique. C'est tout à fait plausible, là vous nous avez proposé donc, ces différentes générations, mais vraiment, non, c'est remarquable. Vous avez donc, il reste pour tout à l'heure 7 livres, il n'en avait apporté que 15, ils valent 10,50 €, si vous en voulez, vous les prenez, et puis vous répondez. Il va répondre à vos questions. Si vous voulez. Parler d'une voix un peu forte pour que tout le monde puisse entendre. Il est 7h20, l'alarme sonne à 8h. Donc il faut que on sera à 8h moins le quart. Oui, oui, mais. Voilà. Qui se lance? Il peut répondre à tout, allez-y. On va le tester. Sinon, je dis non. Le coller. C'est ça possible, c'est largement possible. Alors, Frédéric Jalbert. Quand est-ce qu'on a commencé à faire les premières photos en montagne? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je vous en ai montré une, voilà, une 1857. La difficulté qu'on a au début, c'est que pour faire une photo en montagne, c'est très compliqué. L'appareillage est très lourd. Très encombrant et surtout le temps de pause est très long. Ah pardon, le micro c'est mieux. Oui, surtout le temps de pause est très très long pour faire de la... donc si vous voulez prendre une photo, il faut parfois plusieurs longues minutes pour que le réactif puisse être en contact avec la lumière. Donc au début, en fait, les premières photos de montagne sont souvent des photos de paysage. Alors je vous en ai montré une ici. Donc on prend en photo la montagne parce que la montagne au moins elle bouge pas trop. En tout cas elle reste pendant 10 minutes, ça va. Il faut vraiment attendre le début de la je vais y arriver. Voilà, le fait qu'elle soit plus petit, miniaturisation, je vais y arriver. Miniaturisation, voilà, c'est bon, c'est ça. C'est vrai que c'est toujours un peu ça, les mots, je bute. Miniaturisation, plutôt dans les années 1870, pour commencer à avoir des appareils qui encore nécessitent des temps de pause et des trépieds, et donc avoir les photos d'individus, c'est-à-dire comme celle que je vous ai montrée là, et en entrée, vous voyez, on commence à prendre un peu des gens en pause. On n'est pas encore des gens sur le vif. Et là, on va avoir des photographes quasiment qui vont devenir des photographes de montagne, et notamment, je vous ai montré des photos beaucoup ici d'Eugène Trutat. Je vous conseille, c'est encore en ligne, il y a des très riches collections qui avaient été mises en ligne par la bibliothèque municipale de Toulouse, qui a ces fonds-là, qui les a tous numérisés. Et en fait, Trutat a pris des centaines de photos de montagne, à la fois parce que il était un pyrénéiste lui-même. D'ailleurs là vous en avez un appareil photographique, vous voyez. Il était pyrénéiste lui-même et il prenait en photo ses camarades pyrénéistes. Donc on peut voir d'ailleurs des photos comme ça de Beraldi en train de grimper, de Félix Regnault également, des photos de Brûle aussi. Voilà, vous trouverez aussi peut-être sur Gallica, c'est possible. Donc il a aussi photographié des paysages, photographié les villages aussi. Il avait une volonté de figer un peu la société qu'il voyait. Donc là on commence à avoir des photographes quasiment qui veulent voilà, faire connaître et connaître les Pyrénées. Mais vraiment, il faut attendre cette période-là pour qu'on commence à les faire plus facilement. Et puis vraiment, c'est avec un peu avant la Première Guerre mondiale qu'on commence à avoir des appareils photo. Vous savez, les films celluloïdes, ça va dater un peu juste avant, juste après la Première Guerre mondiale. Ça dépend si vous êtes aux États-Unis ou ailleurs. Et là, on peut avoir un appareil photo dans la poche. Mais quand même, jusqu'au début du siècle, il faut encore une chambre, vous voyez, et c'est quand même un encombrement important quand on veut grimper en montagne que de prendre son appareil photo. Oui, vous n'avez rien dit sur les accidents. Je suppose qu'il y a dû y en avoir quelques-uns.
Alors, des accidents. Alors, il y en a quelques-uns. Le plus fameux, c'est celui, j'en ai évoqué un peu tout à l'heure, mais je crois, je ne sais plus si je l'ai évoqué ou pas, c'est le guide Barrault sur le glacier de l'Aneto. Ça restera un accident qui va vraiment traumatiser et longtemps en fait faire en sorte que l'Aneto, vous savez, il est grimpé qu'en 1842, alors que le Mont Perdu est déjà grimpé depuis 40 ans, hein, depuis 1802. Donc parce que en fait on va très tôt, alors c'est vrai que ça aussi pour grimper sur ce sommet il a fallu d'abord l'identifier et identifier que c'était le plus haut de la chaîne, ce qui a mis beaucoup de temps parce que dans les Pyrénées, vous le savez, enfin, il y a quand même entre les Posettes, l'Aneto et le Mont Perdu, il y a 50 mètres à peu près d'écart d'altitude, donc avant que les outils, les mesures soient précises à ce point, ça a été très long. Il y a le cas notamment de Parrot qui est le premier à grimper sur le pic de la Maladeta en pensant que c'est le plus haut. Il monte au sommet, en fait il se rend compte au sommet que celui du fond là-bas il est plus haut. Bon. Trop tard, il doit redescendre et il n'aura pas l'occasion de revenir. Donc il y a quelques accidents si vous voulez. Sur les pyrénéistes, j'en ai un qui va mourir en montagne, c'est Henri Cordier qui appartient plutôt à la troisième génération. Qui va mourir assez bêtement en fait en faisant une mauvaise chute dans la descente, mais pas dans une portion d'ailleurs très, très dangereuse. Il avait 23 ans, c'était quelqu'un d'assez jeune, mais on est déjà à une époque où la prise de risque est beaucoup plus grande. Disons que sur les pyrénéistes des premières, deuxième génération, on minimalise la prise de risque. On essaie de passer par les voies normales. Quand on peut, on essaie d'éviter les glaciers. Voilà. On a très peur de l'orage et on n'hésite pas à faire. On fait souvent demi-tour s'il y a des orages, etc. Il faut attendre vraiment. Russell commence à prendre un peu des risques, un peu plus. En fait, souvent dans leurs écrits, si vous voulez, c'est pour ça aussi que de faire la montagne, ça aide aussi à comprendre les écrits, parce que surtout au début, comme on s'adresse à un public urbain, on essaie un peu de se faire mousser quand on est pyrénéiste, et donc on va décrire un peu on va dire des passages scabreux, il y a des précipices rapides, les pentes rapides, ça c'est une expression on disait ça à l'époque pour dire des pentes très raides, et donc on prend des risques. Après quand on passe par la voie en question normale, bon, c'est vrai que il y a un effet littéraire aussi qui est important. Il faut vraiment attendre la troisième génération, bon, la deuxième et puis la troisième, pour vraiment voir des gens qui vont chercher le risque, et donc là, l'accident peut survenir. Mais le gros accident, il n'a pas lieu dans les Pyrénées, il a lieu dans les Alpes. À l'époque, celui qui a fait beaucoup parler de lui, c'est la catastrophe du Cervin en 1865. C'est-à-dire lors de la première du Cervin, c'est vraiment là, pour le coup, la première. Donc Whymper, le grand alpiniste britannique, va dans la descente avoir un accident, et en fait une partie de sa corde va se rompre, et donc tous ceux qui sont en bas vont tomber. Lui et quelques autres vont survivre, mais notamment le grand guide de l'époque, Michel Croz, qui était le très grand guide qui a fait toutes les premières en fait, on va dire des années 60, va mourir à ce moment-là. Alors là, c'est la première, et c'est la première fois qu'il y a un accident aussi médiatisé, c'est-à-dire que là, vraiment, qui entache en plus la première ascension du Cervin, qui était ce qu'on appelait la dernière grande montagne des Alpes, le dernier sommet de plus de 4000 mètres vierges. Et ça va ça va un peu changer le regard de la montagne. C'est-à-dire que c'est plus le touriste ou le curiste de base ne peut pas arriver à monter des sommets. Il y a quand même besoin d'une préparation sportive. Rien de tel pour les Pyrénées, pas de telle catastrophe, mais quand même la recherche du risque va entraîner des accidents. Mais par rapport à la cartographie, donc il y a Schrader, il y a Meilloux aussi, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres, et est-ce que aussi peut-être l'armée faisait de la cartographie également? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Vous faites bien de m'envoyer sur l'armée, parce que ça va compléter quelque chose que je n'ai pas dit. Et justement, j'ai fait une allusion alors que je ne l'ai pas dit. Donc, la cartographie, qui cartographie les premiers, donc, qui vont chercher à cartographier, effectivement, c'est plutôt une logique étatique de connaissance du territoire. Donc, c'est l'État central, on va dire le monarchique, qui va investir dans la création d'une cartographie générale du royaume. Il y a d'ailleurs ce fameux, donc c'est les frères c'est les Cassini, c'est une dynastie qui va faire ça tout au cours du XVIIIe siècle.
Et bon, il y a d'ailleurs cette anecdote un peu célèbre, c'est que Cassini père, donc le premier qui va faire ça, commence par faire le tour du royaume, le tour des frontières. Et enfin, il se rend compte en fait que les cartes qui circulaient sont fausses et que la France est beaucoup plus petite qu'on ne le croit. Bon, alors beaucoup plus, pas tant que ça, mais notamment les côtes sont mal dessinées et la Bretagne, par exemple, est considérablement réduite. Donc moi, j'imagine toujours Cassini qui va présenter ça à Louis XIV pour lui expliquer que son royaume est plus petit, que du coup il y a moins d'impôts, ils peuvent attendre moins d'impôts. Est-ce que ça n'a pas fait en sorte qu'il a voulu conquérir après mis ses armées dans l'Est pour aller jusqu'à Strasbourg? J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que les premières qui cartographient, c'est ça. Les cartes qui sont sorties sont des cartes qui sont utiles pour l'administration royale, c'est-à-dire des cartes qui représentent les villes et les villages, les gens que l'on peut taxer, hein, en gros. Mais on essaie de faire aussi les routes pour pouvoir un peu faire circuler éventuellement des troupes et les principaux reliefs. Mais sans grande précision. Si vous regardez la carte de Cassini, vous verrez que on n'a pas de recherche particulière d'avoir une carte utile sur le terrain. Il faut attendre une deuxième vague de cartographie au début du 19e siècle pour avoir arrivé les cartes dites d'état-major. Donc c'est là que l'armée rentre en ligne de compte. Le but étant on s'est rendu compte pendant les guerres napoléoniennes que vraiment connaître le territoire précisément était un avantage militaire énorme. Et donc l'armée va investir la cartographie du territoire et surtout de ses zones frontières. Alors là, les Pyrénées, c'est très intéressant parce que d'abord, la frontière, je ne sais pas si vous l'a dit, mais parce que vous avez quand même suivi beaucoup de parcours, mais le traité des Pyrénées fixe un principe. En 1659, l'idée qu'on va faire reprendre la frontière qui séparait l'antique Gaule des Espagnes, donc on revient à la frontière romaine, et ça c'était la ligne de partage des eaux. Ça c'est le principe, et puis ensuite on va appliquer le principe. C'est comme quand on fait le budget à l'Assemblée nationale, on dit qu'il faut réduire les dépenses, mais après, ah oui mais nous on veut pas réduire, on veut pas réduire. Donc là c'est pareil sur la frontière des Pyrénées. Donc les communautés vont dire, ben oui mais nous on est français, on n'est pas espagnol. Ah oui mais nous on est espagnol, on n'est pas français. Donc résultat, le Val d'Aran va se retrouver espagnol et la Cerdagne va être coupée en deux, plus une enclave. Donc ça c'est une autre affaire parce que les Espagnols vont se rendre compte qu'ils ont peut-être lâché trop de territoire et ils vont dire oh non lui on va le garder, cette place forte on va la garder, on va pas la lâcher. Bon, donc le tracé de la frontière pyrénéenne va être définitif, on va dire quasi définitif en 1858. Il va mettre donc quasiment 2 siècles pour être tracé. Et borné. C'est-à-dire qu'on met des bornes, on en met, vous avez dû en voir, notamment si vous allez dans le Luchonnet, vous en avez trouvé plein, il y en a d'autres ailleurs, mais on met, je crois, 600 bornes à peu près, 600 bornes frontières sur tout l'espace. Résultat, il faut envoyer des gens sur le terrain pour placer la ligne de la frontière, cartographier, mesurer l'altitude des montagnes pour avoir des repères sûrs, pour pouvoir faire une carte militaire qui va permettre de connaître cette zone. Et donc, dans les années 1820, on envoie des ingénieurs de l'armée, spécialistes dans le relevé de la topographie, dans les Pyrénées, et ils vont se mettre à pied d'œuvre pour faire ce relevé-là. Et créer des repères fixes pour aider à tracer des cartes d'état-major. Et parmi ces deux personnes, vous en avez 2 qui vont rester connus, c'est Pétier et Haussart. Donc ces 2 ingénieurs vont non seulement mesurer, mais ils vont aussi faire du pyrénéisme. Ils vont monter au sommet des principaux, enfin pas de tous les principaux, mais de grands de sommets qui vont rester célèbres. Donc le Balaïtous, ils vont monter a priori au sommet du Palace, ils vont monter peut-être au sommet de mémoire, je vous les cite, je crois que c'est le Lustou qu'ils vont peut-être faire. Et donc ils collectionnent un petit peu les sommets comme ça, mais pas pour faire eux leur but c'est pas d'écrire après, de faire du pyrénéisme, c'est de relever des altitudes et de faire des dessins, d'essayer de cartographier, de trianguler l'espace pour faire des cartes plus précises. Donc ils vont tomber dans l'oubli. Jusqu'à ce que justement, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, Charles Pacques, qui était un des grands pyrénéistes de la 2e génération, en montant au sommet du Balaïtous, s'est rendu compte qu'il avait été précédé.
Et donc il a cherché à savoir par qui, parce qu'en plus ils n'avaient pas laissé de nom. Alors à l'époque aussi il y avait une tradition, c'est on laissait souvent une bouteille au sommet, on prenait une bouteille vide, on marquait son nom, on la rebouchait et puis on la cachait dans un cairn, pour garder sa trace. Il trouve pas ça, il comprend pas, donc il se dit mais qui a pu faire ça alors que d'habitude un pyrénéiste qui se respecte aurait quand même marqué son nom, c'est normal. Et donc ils vont mener une enquête, en fait la société Ramon en particulier, ils vont redécouvrir l'œuvre de ces ingénieurs topographes donc du début du 19e siècle. Je les ai considérés comme pyrénéistes, ça peut être un cas limite parce qu'ils ont été reconnus par la communauté, mais presque à titre posthume. Voilà. Alors que sur le moment, eux n'étaient pas du tout, ils faisaient pas du tout ça pour la gloire. Hein. Ils faisaient ça vraiment pour leur travail. Donc ça, c'est la deuxième vague de cartographie. Puis la troisième vague, vous l'avez évoqué, c'est la cartographie qui va être là à but purement touristique. Parce qu'évidemment, ces cartes d'état-major, comme leur nom l'indique, elles sont d'intérêt militaire et elles ne circulent pas comme ça dans les commerces de proximité. Donc pour qu'on puisse avoir une cartographie touristique, il a fallu faire en fait son propre ouvrage. Et donc c'est là que Schrader, comme vous l'avez évoqué, a un rôle très important. Alors voilà, évidemment il n'est pas tout seul. Lecœur aussi, Prudent, pardon, c'est pas Ferdinand, je ne sais plus son prénom. Prudent aussi, qui était un ingénieur cartographe de la même génération. Et Schrader vont s'atteler à la création de cartes, mais de cartes pour l'ascension. Donc ils vont s'intéresser notamment au Mont Perdu, ils vont faire une très très belle carte que vous pouvez voir aussi du Mont Perdu. Ils vont faire aussi d'autres cartographies de la région, notamment de la haute vallée d'Or. Mais le but c'est d'aider, là il n'y a pas de but militaire. Donc ces cartes elles vont pouvoir être incluses notamment dans des guides touristiques pour aider aux ascensions. Et puis les pyrénéistes font des relevés qui sont là plus personnels, c'est-à-dire qu'ils font des petites cartographies, des petits schémas pour aider à l'ascension. Il faut vraiment attendre l'après-Première Guerre mondiale pour voir les cartes devenir de plus facilement accessibles, notamment les cartes d'état-major. Et d'ailleurs, c'est la dernière décision qui a été prise par une petite anecdote aussi, mais on est des historiens donc on aime bien les anecdotes, qui a été prise par la Troisième République le 26 juin 1940, ça a été la création de l'IGN. Le service de cartographie des armées a été rendu à l'état civil, on a transformé ça en entreprise civile, parce qu'on voulait éviter à tout prix, c'était un peu naïf parce que les cartes circulaient, en tout cas déjà à l'époque, que les Allemands, au titre des réparations de guerre et surtout de la mise en place de la commission d'armistice, comme ils récupéraient l'armée et l'armée allait disparaître, et bien que le service de cartographie soit récupéré par les Allemands, soit disparaisse avec lui. Donc c'est pour ça que l'IGN a été créé à ce moment-là, l'Institut géographique national. Et là, vraiment, la carte va devenir quelque chose de civil. Dernière question, je crains. Comment caractériserais-tu les pyrénéismes actuels, par exemple nos randonneurs de l'UTL, par rapport aux précédents? Qu'est-ce qui, d'après toi, sont les phénomènes les plus caractéristiques? Sans nul doute, les randonneurs de l'UTL sont au-dessus. Parce qu'ils sont plus... ils en ont peut-être fait plus que certains des pyrénéistes, notamment la première génération. Non mais je rigole à moitié. C'est vrai que... Voilà. Alors, en cours sur le pyrénéisme actuel, c'est vrai que qu'est-ce qui se passe après ? En fait, je dirais que les Pyrénées vont rester une terre d'excellence. On va voir évidemment des noms, notamment qui vont faire des carrières très importantes dans l'alpinisme mondial, partir des Pyrénées ou se former dans les Pyrénées. Beaucoup d'Espagnols, alors on les connaît moins, mais il y a parmi les quatre Espagnols parmi, à l'époque, je crois que maintenant on est à 76 personnes qui ont fait les 14 sommets de plus de 8000 mètres en France, il y a, dans le monde. Il y a donc 4 Espagnols qui ont fait leur premier pas dans les Pyrénées. En fait, ça c'est quelque chose qui va changer. C'est-à-dire les Pyrénées vont pour des grands alpinistes vont devenir une terre d'entraînement, enfin en tout cas le lieu où on se tombe amoureux de la montagne. Plus spécifiquement, là où les Pyrénées vont être très à la pointe, c'est dans le combat pour la démocratisation de la montagne. Clairement, là, c'est pour ça que le CAF et le Club alpin français, dont la mission d'origine était un peu plus
en tout cas aussi très nationaliste, mais peut-être grâce à l'action de pyrénéistes comme Schrader, qui est quand même quelqu'un qui, par son notamment Élisée Reclus, qui est son beau-frère, qui était une figure notamment de l'anarchisme et quelqu'un militant très très marqué à gauche, vont beaucoup faire en sorte de populariser la montagne et pas en faire qu'un loisir de gens riches, mais de faire en sorte que notamment les riverains qui sont pas loin puissent le connaître. Et donc les pyrénéistes vont être, notamment au XXe siècle, assez pionniers dans la popularisation, dans la démocratisation de la montagne, en organisant des stages, en mettant en place le balisage aussi des sentiers, qui a été très important. Hein. C'est vrai que si vous fréquentez la montagne, je dis ça sans chauvinisme aucun, mais les sentiers pyrénéens sont bien mieux balisés que les sentiers des Alpes, par exemple. Sauf les Italiens. Les sentiers italiens sont c'est un cas, et les Suisses. Mais on a un balisage beaucoup plus soutenu, parce qu'on a cet investissement populaire, on va dire, dans la montagne, qu'ont les Italiens par exemple. Bien, on va en rester oui, là. Désolé. Merci encore, Étienne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.